Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du TDAH qui est un trouble dont on est atteint et dont je voulais vous parler. Alors je précise, je risque de regarder beaucoup en bas parce que j'ai mon script en bas de l'écran et certains termes sont assez compliqués, du coup je risque d'y jeter un œil assez souvent. Et petite précision aussi, je ne suis pas seule, j'ai Aleina avec moi en co-conscience, donc Aleina qui est notre little de 5 ans et qui m'influence un peu. Beaucoup, je sais pas. Du coup, maintenant que c'est dit, je vous laisse avec le générique et bonne vidéo. Du coup, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La théorie, la pratique et les traitements. Donc partie 1, la théorie. Pour les définitions, on va commencer par la définition de l'anagramme TDAH. Donc le T signifie trouble, parce que oui, le TDAH n'est pas une maladie, c'est un trouble. C'est un trouble qui se caractérise par un ensemble de symptômes, du coup plus dans le sens d'un syndrome. DA qui signifie déficit de l'attention, parce que les difficultés attentionnelles sont le pilier du TDAH. Et H qui signifie hyperactivité, qui est le symptôme le plus visible et le plus perturbateur, sans pour autant constituer un pilier du diagnostic. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes se manifestent durant l'enfance sur 3 dimensions cliniques: l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. L'inattention est caractérisée par la difficulté à maintenir son objet d'attention sur le long terme ou à sélectionner celui-ci sans se laisser distraire par des stimuli externes. L'impulsivité est une incapacité à attendre pour prendre la parole, une difficulté à gérer ses émotions et à garder son calme, tandis que l'hyperactivité, quant à elle, est un besoin de bouger sans cesse. Le TDAH se présente sous 3 formes. Mixte, le sujet présente à la fois les critères d'inattention et d'hyperactivité-impulsivité. Inattentif, où les symptômes d'inattention sont prédominants. Et hyperactif-impulsif, où les critères d'impulsivité-hyperactivité sont prédominants. Et le TDAH, d'où ça vient ? Eh bien, certaines études montrent qu'on a plus de chances de développer le TDAH dans les cas suivants. La mère durant la grossesse est exposée à l'alcool, au stress, au plomb. Une naissance prématurée ou une malnutrition sévère. Un traumatisme crânien. Une présence de troubles du sommeil sévères et chroniques dans la petite enfance, et une exposition à la maltraitance ou à des abus sexuels. Dans l'ensemble, aucun facteur à lui seul n'expliquerait le développement de ce trouble, il s'agirait plutôt d'une accumulation de facteurs environnementaux et génétiques qui pourraient favoriser le développement du TDAH. Maintenant, passons aux critères du diagnostic. D'après la classification du DSM-5 qui range le TDAH dans la case des troubles neurodéveloppementaux, pour porter un diagnostic, les symptômes doivent apparaître comme un excès par rapport à l'âge chronologique et au fonctionnement de l'enfant, être présent depuis plus de 6 mois et se manifester avant l'âge de 12 ans, et être constaté dans au moins 2 situations de la vie générale, en famille, à l'école. Le diagnostic suivant les critères du DSM-5 ne peut être établi chez l'enfant que si le sujet présente 6 critères ou plus du facteur d'inattention ou 6 critères ou plus du facteur d'hyperactivité-impulsivité. Maintenant, je vais vous lire du coup les critères du diagnostic qui sont sur mon téléphone pour plus de facilité. Donc, dans la catégorie inattention, petit a, souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités. Ça peut passer pour des négligences ou de l'oubli. A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Il peut avoir du mal à rester concentré durant les cours ou quoi. C. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. On peut avoir l'impression que l'enfant est ailleurs, dans la lune. D. Souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles. Par exemple, il commence un travail et il perd vite le fil. E. A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités. Ça peut être des difficultés à gérer des tâches. Donc, désolée s'il y a un petit changement de plan, j'ai été interrompue. Du coup, F. Souvent évite ou a en aversion ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu, par exemple les devoirs ou les tâches domestiques. G. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités, du matériel scolaire, des lunettes, bref. H. Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes. Pour l'adolescent et l'adulte, ça peut être passer du coq à l'âne. Et pour finir, I, a des oublis fréquents dans la vie quotidienne, par exemple faire ses corvées, faire les courses ou rendre un rapport, des choses comme ça. Maintenant la partie hyperactivité-impulsivité. A. Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège. B. Se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis.
par exemple le travail en classe ou quoi. C. Souvent court ou grimpe partout dans les situations où cela est inapproprié. Ça peut passer par se lever de sa chaise en classe ou des choses comme ça. D. A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. E. Est souvent sur la brèche ou agit comme s'il était monté sur ressort. F. Souvent parle trop. G. Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est même pas encore terminée. Il faut savoir que pour les TDAH de type mixte ou hyperactif impulsif, la vie autour est comme au ralenti pour eux. Donc voilà. H a souvent du mal à attendre son tour et I interrompt souvent les autres pour imposer sa présence. Ça peut passer par interrompre des conversations d'autrui ou des choses comme ça. Critère B. Certains des symptômes d'hyperactivité, impulsivité ou d'inattention étaient présents avant l'âge de 12 ans. Critère C. Certains des symptômes d'inattention ou d'hyperactivité, impulsivité sont présents dans 2 ou plus de 2 types d'environnements différents, à la maison, à l'école, au travail ou avec des amis. Critère D. On doit clairement mettre en évidence une altération clinique et significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel et de la qualité de vie. Critère E. Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours d'une schizophrénie, d'un autre trouble psychotique et ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental. Et bien sûr, les critères que je viens de citer doivent induire un déficit fonctionnel qui entraîne des conséquences néfastes pour le patient. Concernant la prévalence du trouble, les chiffres changent énormément suivant les sources. Ça va de 5% chez une, 3,5 à 5,6% chez une autre, et même de 7 à 9% d'après une étude réalisée en Amérique du Nord en 2010. Donc, les chiffres changent énormément. Les patients présentant un TDAH ont très souvent un trouble associé, et dans 2 cas sur 3, ils sont plus susceptibles de présenter un autre trouble psychopathologique. Pour cette partie-là, je vais lire, excusez-moi. Les personnes présentant un type de TDAH mixte sont plus souvent susceptibles de présenter un trouble externalisé, tandis que les TDAH de type inattentif sont quant à eux plus souvent associés à des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des difficultés d'apprentissage, une moindre réussite scolaire et une moindre qualification professionnelle. Tandis que les TDAH de type hyperactif impulsif, eux, sont plus sujets aux addictions. Maintenant, on va passer à la partie 2 de la vidéo, la pratique. En gros, qu'est-ce qu'on ressent quand on a le TDAH? Comme vous le savez peut-être, j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois d'un TDAH de type inattentif et je tenais à vous parler de ma vision des choses et de comment je vis le trouble. Je le répète, c'est mon expérience, mon témoignage. Tout d'abord, on va parler des symptômes. Les symptômes qui m'handicapaient le plus au quotidien étaient une incapacité à m'organiser, un énorme déficit de l'attention, des problèmes de mémoire et une incapacité à effectuer des tâches du quotidien lorsque je rentre dans ce que j'appelle très affectueusement la waiting room. On souffre aussi de certains des symptômes d'hyperactivité, impulsivité, mais de trop peu pour que ce soit compris dans notre trouble à nous. Les symptômes m'handicapaient autant dans la vie personnelle que professionnelle. Certains haltères ne réussissaient pas à rester concentrés plus de 5 minutes, tandis que d'autres arrivaient à aller jusqu'à 15, mais c'était très peu d'haltères. Donc dans l'ensemble, notre capacité d'attention et de concentration était merdique. Notre incapacité à nous organiser a aussi été très handicapante, surtout quand on prend en compte que l'organisation est primordiale pour nous par rapport à certains de nos troubles. En gros, on avait besoin de s'organiser, mais on n'y arrivait pas. Pour ce qui est des problèmes de mémoire, chez nous, ça touche principalement les mémoires dites sémantiques et épisodiques, qui représentent la mémoire à long terme, et la mémoire perceptive, qui représente les différentes modalités sensorielles. Pour ce qui est de la waiting room, couplé à l'inattention, c'était certainement le symptôme le plus handicapant. Donc ce que j'appelle la waiting room est appelé en réalité la paralysie du TDAH, et elle est liée au manque de dopamine dans le cerveau des TDAH. Pour vous donner une idée pratique de ce qu'on vit dans ce moment-là, imaginez que vous avez une tâche à faire, que ce soit des devoirs, la vaisselle, vous avez une tâche à faire et vous êtes sur votre téléphone. Vous savez que vous devez faire cette tâche, vous en avez conscience, mais vous êtes incapable de bouger. Votre corps refuse de bouger, votre cerveau refuse de lâcher votre téléphone. C'est pas de la flemme, c'est une incapacité à bouger. Voilà, c'est une incapacité à faire quoi que ce soit. Chez nous, cette waiting room se déclenche majoritairement lorsqu'on a de gros changements de programme ou quand on doit faire une tâche qui nécessite un effort mental soutenu et l'attention qu'on n'avait pas. Et pour la waiting room qui se déclenche lors d'un changement de programme, par exemple, ça peut être on attendait quelqu'un à 10h, il est 8h du matin, on est prêt, on sait pas quoi faire et on ne peut rien faire parce que on l'attend. Et imaginez, il arrive en avance. On ne peut rien faire. Il y a une incapacité de bouger, on reste là à fixer le vide
on ne bouge pas, on ne fait rien. Généralement j'arrive à aller sur TikTok, mais sinon je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Quand notre psychiatre qui est spécialisé dans le TDAH nous a diagnostiqué, on a été soulagés parce qu'il y avait une explication scientifique à nos soudaines difficultés scolaires. Parce que quand on était plus jeune, à l'époque où Ivana était haute, on n'avait pas du tout ces difficultés-là. Ivana, vu que c'est neurologique, a également le TDAH, mais elle était plus atteinte par la partie bordélique et incapable de s'organiser que par le manque d'attention. Du coup, quand l'autre a changé et que notre incapacité à rester concentrée nous est tombée dessus, ça a été la cata. Ça nous a fait très peur. On n'avait plus aucune concentration, nos waiting rooms étaient plus fréquentes et beaucoup plus longues. Tous ces symptômes nous ont poussés à en parler à notre psychiatre. Après plusieurs séances, notre psychiatre a posé un diagnostic et au vu du type de TDAH dont nous souffrons, il a pu nous proposer un traitement qui nous sauve la vie sur plusieurs points. Et pour ceux que ça intéresse, on est sous Ritaline qui contient du méthylphénidate, dont je vais vous parler tout de suite dans la troisième partie qui sont les traitements. Et oui, j'ai un poulpe. On remercie Alaina. Donc pour cette partie-là, c'est pareil, je vais lire parce qu'il y a énormément de termes compliqués et scientifiques. Du coup, je préfère pas faire d'erreur. Donc, les médicaments qui stimulent l'attention n'ont de sens que pour les patients qui souffrent d'un déficit de l'attention. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le symptôme qui est l'hyperactivité ou l'impulsivité et le syndrome qui est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Faire cet amalgame, ça reviendrait à peu près à déclarer abusivement que tous les malades ayant de la fièvre ont une méningite, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres facteurs de fièvre. Mais alors, quels sont les patients concernés? L'échec scolaire est un élément très important. L'hyperactivité et l'impulsivité ne constituent que la partie émergée de l'iceberg, alors que le déficit de l'attention, c'est la partie immergée, car il se voit beaucoup moins que l'hyperactivité qui lui dérange. Le terme TDAH rappelle que le mécanisme primitif est le trouble attentionnel auquel s'ajoute, à des degrés variables, l'hyperactivité et ou l'impulsivité. Ainsi, certains enfants, notamment des filles, souffrent d'un trouble d'attention isolé qui est difficile à diagnostiquer. Or, ces filles en difficulté scolaire peuvent bénéficier d'un traitement qui stimule leur attention. Les médicaments représentent un aspect de la prise en charge, mais n'en constituent pas la totalité. Différentes catégories de molécules ont été utilisées au cours du dernier temps. La clonidine, la tricyclique et les psychostimulants, dont le méthylphénidate. L'action est symptomatique, non curative. Le méthylphénidate présente un excellent ratio efficacité-tolérance. La prise tend à être simplifiée. Dans la majorité des cas, une prise le matin couvre la totalité de la journée, y compris la période des devoirs. Le méthylphénidate agit en inhibant la recapture de la dopamine. Il permet une amélioration de l'activité dopaminergique sur les récepteurs du même nom. Donc la circulation de l'information dans le cerveau et donc l'attention et la vigilance. Le café possède le même mode d'action à un degré bien moindre. Toutefois, il est possible que le méthylphénidate présente des effets sur les voies de régulation dopaminergique autres que l'attention. Par exemple la voie nigrostriée qui participe à la régulation du mouvement ou la voie mésolimbique qui constitue la régulation des émotions. C'est le circuit de récompense et de motivation. Les réels effets secondaires du méthylphénidate sont généralement transitoires, ajustables et impliquent la responsabilité du prescripteur, qui doit évaluer et corriger les choses si nécessaire. Il s'agit de perte d'appétit, de troubles de l'endormissement, de troubles de l'humeur et de tendances irritables. En bref, le méthylphénidate n'est pas automatique, il est affaire des spécialistes, il stimule l'attention, il n'est voué en aucun cas à endormir ou à calmer, il n'entraîne pas de dépendance et son ratio efficacité-tolérance est très bon. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes se... Je vais y arriver! Le TDAH est un... Concernant la prévalence du trouble, les chiffres changent énormément suivant les sources. Ça va de 5%. 5%! Maintenant, passons au diagnostic.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera pas trop longue. Je m'excuse d'avoir autant lu que ça, je pensais pas lire autant que ça, mais beaucoup de termes compliqués. Et avec Alaina en co-conscience, c'est compliqué de retenir des choses, surtout de longs textes comme celui-ci. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, à activer la cloche, bien sûr, et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut!